La première question. En quelle année fut publiée la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? 1789, 1791, 1876 ou 1880? On va voir la répartition des résultats d'abord. Et après, on pourra essayer. Également, avant, il y a une feuille d'émargement qui traîne quelque part. Qui l'a? Ah, elle est là-bas. Donc, super. Il y a déjà des noms préinscrits en fonction de vos inscriptions. Et si malheureusement vous n'apparaissez pas dessus, vous pouvez quand même vous inscrire à la fin où il y a des espaces vides. Voilà. Et ensuite, à la fin de la séance, vous pourrez venir me voir si jamais vous n'avez pas réussi à vous inscrire. C'est bon? Oui. Yes. Merci. Voilà, alors on a 75 réponses, 76, 77, et bien là, du coup, c'est... là, je pense qu'on va avoir entre 90, je pense. Sur 5000 personnes. Ils font quoi les 20 derniers, là? Facile, je pense. 80. Plus que 20. On va mettre un chrono parce qu'à chaque fois sinon. Allez. Donc déjà les résultats. Alors, est-ce que la majorité a raison? Non. Parce qu'en fait, la bonne réponse, c'est 1791. Alors, la suivante. La question suivante, c'est qui en est l'auteur? Donc, l'auteur de cette fameuse déclaration, juste avant, pour rappel. Ça arrive. Je pense qu'on va arriver à chaque fois à 80. 78. Vous en faites pas, hein. Après ce sera que coefficient 8. Alors. Et vous avez majoritairement la bonne réponse. Relève de gauche. Félicitations. Alors, encore plus dur. Quand le droit de vote pour les femmes a-t-il été voté pour la première fois par une assemblée parlementaire en France? 1922, 1936, 1944. Alors le piège de la question, c'est voter pour la première fois. Et tout, c'est la faute des gens. Franchement, pourquoi vous avez dit ça comme ça? Ça hésite. Alors, que dit la population?
Oh, vous n'êtes pas assez optimiste. Non, c'était il y a 100 ans, en 1922. Alors le piège, c'est que c'est justement quand est-ce qu'il a été voté pour la première fois à l'Assemblée parlementaire. Pas quand est-ce qu'il a été approuvé par l'Assemblée parlementaire. Donc effectivement, Alors, next. Grâce à la loi portant réforme des régimes matrimoniaux, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Depuis quand? il y en a qui sont bien partis là, déjà, il y en a quelques qui ont des... Ouais. Allez, Eh bien, bien joué parce que c'était 1965. La prochaine question. Quelle femme prend en charge pour la première fois les questions des droits de la femme au sein du gouvernement? Yvette Roudy, Simone Veil ou Françoise Giroud? Eh ben là. Et vous avez majoritairement une mauvaise réponse. Françoise Giroud. ça pique un peu. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, adoptée depuis décembre 1977, mais l'origine du 8 mars est plus ancienne. En 1910, la journée internationale des femmes est d'abord une création de l'Union syndicale américaine des femmes, ou l'Internationale socialiste des femmes, ou l'Internationale situationniste. Ah, c'est quoi? La majorité a raison, avec l'Internationale socialiste. Bravo. Alors, dans celle-là, il y a moins de pièges. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit de vote en France? Voilà, si vous ne trouvez pas, quand même, vu le nombre de gens qui ont mis l'autre réponse à la question un peu d'avant, il y a un problème.
Ouais, ça répond plus vite. Ah oui. Allez, 4, 3, 2, 1. Bravo. Il y en a 4 quand même qui le déçoivent. Oh, mais non. Mais c'est pas grave, il y en aura 4 qui auront après ça. De quelle année date la première loi sur la parité en politique? 1960, 1990, 2000. Alors, Ah là 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 là. Vous avez trop d'espoir. Non, c'était en 2000. oui, mais ils n'étaient pas nés en 2000. Oui, vous n'étiez pas né, c'est pour ça. L'Antiquité ou 2000. Alors, en quelle année fut diplômée la première femme ingénieure? Ça balait large, 1728, 1892, 1919, 1928. D'ailleurs, curiosité, qui c'est qui veut devenir ingénieur ici? Vous rassurez des gens. Oui. Super, merci. Hop, 81. Allez. Oui, oui, c'est ça. Il a quand même fallu attendre la section. 1930. Ça va empêcher des femmes de faire rouler Alors, prochaine question. Existe-t-il une journée internationale des hommes? J'ai découvert ça. Ouais, il vient dessiner quand Allez, 4. Ah! Ça va revenir. Ah, alors vachement content que ce soit revenu. Hein. Alors du coup, 69% qui dit non. Et bien pourtant, c'est oui. Alors, quelques petites précisions, parce que sur cette réponse-là, on a une petite précision. Donc, je vous lis ce qu'on nous a gentiment transmis. Donc, la Journée internationale des hommes, c'est un événement international qui est célébré tous les 19 novembre depuis 1999. Donc, messieurs, vous avez aussi une Journée internationale des hommes le 19 novembre. Il faudra qu'on vous fête aussi. 99. 99. Je sais pas ce que vous faites. 19 novembre 99. Quand a eu lieu le premier match de football féminin en France? 1917, 1975 ou 2001? Alors, qui est fan de foot dans la salle? On va le voir. Les femmes de foot, levez la main. Ouais, les fans de foot, là. Ah, voilà, il y a eu. Il y en a une, mais c'est sûr.
On va voir. 2001. Oh là, mais vous faites honte. Donc, le 30 septembre 1917 se tient le premier match de football féminin disputé en France. Ce match met aux prises deux équipes du Féminin Sport, club handisport féminin fondé à Paris en 1912. C'est un France-Angleterre qui attire 12 000 spectateurs au stade de Pershing en 1900. Voilà. Alors, question militaire. Quelle est l'armée la plus féminisée? Armée de terre, armée d'air, marine. Oh, c'est serré. Ah oui, c'est serré, c'est partagé, mais la bonne réponse est l'armée de l'air. Dis donc. Petite question de français. Depuis quand le masculin l'emporte-t-il sur le féminin dans la grammaire française? Depuis toujours? Depuis le XVIIIe siècle ou depuis le XXe? Là, on a déjà 30 qui sont bien décidés. Oula! Alors là, ça veut dire que soit les gens le connaissent, soit c'est du hasard. C'est le hasard. Bravo, c'était bien depuis le XVIIIe. Choc de la santé. Quel est le point commun à toutes les inventions suivantes? L'essuie-glace, le silencieux de moteur, la scie circulaire, le gilet pare-balles, le télescope submersible et le langage de programmation informatique. Voilà, je les automatiques, ils sont pas tous. Ils sont réveillés. Et ce sont des inventions Faites par les femmes. Félicitations. Moi, je pense que les 6 qui n'ont pas répondu, ils ont cru qu'il y avait un piège. Oui, c'est sûr. Alors, en quelle année la mixité est-elle obligatoire dans tous les établissements scolaires publics? 32, 50, 64. Donc imaginez une époque où l'université, il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. À quel moment? Et oui, c'est bien ça, 65. Pas si longtemps. Oui, il y a à peine 50, un peu moins de 50. Parmi les entrepreneurs en France, quelle est la part des entrepreneuses femmes en France? 50%, 36, 10 ou 60? Les espèces de profil, on a mis de la moyenne, c'est 7.
Cette année, ça risque. Alors. C'est bien ça, c'est 36. Du coup, il y en a qui ont des projets ici? Des entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans une aventure. Vous ne battez pas. Quel est le taux de femmes à la tête d'une start-up? 50%, 10%, 60%, 36%. Et c'est donc 10%. Ah oui. Un peu de sport. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit de courir le marathon? 1975, 84, 90. Mais l'histoire, elle est simple. Il y a 2 hommes et 4 femmes. Ça compte pas si tu sais pas comment ça s'appelle. C'est pas le nom exact à la lettre. Alors du coup. C'est en effet 1984. Donc en 1984, c'est là où les femmes ont eu le droit de courir le marathon, mais la première femme qui a couru le marathon en compétition, c'était quelques années avant, en 1967. Elle s'appelait Catherine Switzer, avec le dossard 261. Et elle a fini son marathon, même si apparemment les gens autour d'elle n'étaient pas trop contents. Plusieurs hommes, du coup, étaient outrés de l'affront fait par cette madame, cette grande madame, et du coup, elle a quand même forcé le passage. Elle s'était déguisée en homme au départ pour le concourir malgré les interdictions. Switzer, Catherine Switzer, S-W-I-T-Z-E-R. Et du coup, 84, c'est l'année où, du coup, aux Jeux Olympiques à Los Angeles, il y a eu le premier marathon officiel olympique. Alors, maintenant, dans quelle profession manque-t-on d'hommes? Magistrat, ingénieur ou expert comptable? Ah, bravo. Ça lit pas les questions. Vous voulez qu'on la répète? Non, mais elle a validé ça. Elle a validé, c'est ça? Oui. Voilà. Bravo. Il faut pas faire ça le jour des partiels. Hein. Alors du coup, on a une bataille entre magistrat et expert comptable. Oui, ingénieur, c'était un peu facile. Donc effectivement, c'est dans la magistrature, on manque d'hommes. La dernière. Parmi les dirigeants d'entreprises salariées, 1 sur 6 est une femme. Vrai ou faux? Vous avez une chance sur 2. C'est la dernière question, alors brillez. Brillez d'intelligence. On n'a pas eu de 100%. On n'a pas eu de 100%. Allez-y, répondez. Ah, elle n'aura pas le 100%. Ouais, ça. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Et oui, c'est vrai. 1 sur 6. Donc du coup, là, en théorie, si vous êtes une centaine, j'en attends un peu plus d'une quinzaine. Hop, et merci d'être toutes et tous prêtés au jeu. D'ailleurs, les garçons, pour voir lever la main.
Ah, quand même, il y en a plus que l'an dernier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur 106. L'année dernière, ils étaient 8. Donc, du coup, ce soir, comme vous le savez, le sujet est Femmes et Tech, donc la place de la femme dans les domaines de la tech. Autrement dit, il me concerne peut-être beaucoup plus tard. Et du coup, heureusement que ce n'est pas moi qui en parle, mais du coup, nos intervenantes expertes de ce soir qui vont pouvoir donc se présenter, vous présenter donc leur parcours, qui sont-elles, qu'est-ce qu'elles font, comment elles y sont arrivées, et éventuellement pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est une présentation donc une de nos intervenantes, et lorsque vous avez des questions sur son parcours, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle vit, n'hésitez pas, levez la main, et moi je vais venir avec mon petit micro, et vous le faites. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? 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 Ah ben c'est un problème ça. Allez, merci à vous, et donc place à notre première intervenante de la soirée. Merci, donc moi c'est Estelle. Je suis ingénieure de recherche à l'ONERA, c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui est situé pas très loin d'ici, de l'autre côté du canal, et qui est un organisme dans lequel on fait le lien entre le monde académique, les universités, et les industriels pour faire de la recherche et du développement pour l'aéronautique, le spatial et la défense. Et donc du coup, moi, je dirige une équipe de recherche où il y a environ une quinzaine d'ingénieurs et techniciens et une quinzaine de doctorants qui font leur thèse. Et mon domaine de recherche, c'est la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation. Donc, je fais de la mécanique des fluides et de l'acoustique. Du coup, on a dit tout à l'heure que là, il y avait une quinzaine de garçons pour 100 personnes au total. Moi, dans mon quotidien, c'est à peu près la proportion inverse. Dans le milieu dans lequel je suis, on est plutôt 10 ou 15% de femmes. Typiquement, dans l'équipe où je suis, j'ai une collègue technicienne et puis tous les autres, c'est des hommes. Le doctorat, c'est à peu près de la même ratio. Donc, comment j'en suis arrivée là disons, je dirais que quand j'étais au lycée, à peu près, oui, 16 ans, à ce moment-là, j'avais envie d'aller sur Mars. 16 ans, dans le show, je me disais, je serai grande, j'irai sur Mars. Puis après, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait 9 mois de trajet minimum à l'aller, 9 mois au retour, une probabilité de revenir vivant assez faible. Je me suis dit que j'avais peut-être pas autant que ça l'esprit explorateur aventureux. Pour autant, ce que j'aimais vraiment faire, c'était résoudre des équations, faire des maths, de la physique. Puis il y avait aussi le côté que j'avais beaucoup de mes copines qui me disaient après le bac, j'irai faire médecine, j'irai faire pharmacie. Ma mère qui me disait va faire prof, tu auras un bon équilibre en vie professionnelle, vie privée. Et du coup, j'avais pas du tout envie de faire ce que me disait ma mère. Donc je me suis dit non, je vais plutôt partir dans les études scientifiques. Donc après le bac, j'ai fait une école préparatoire pour passer les concours des écoles d'ingénieurs. Sur Toulouse, je suis originaire de l'Ariège, pour ceux qui connaissent, pas très loin d'ici, donc je suis venue faire mes études à Toulouse. Et j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs, je suis montée à Paris, faire l'école polytechnique, puis je suis revenue à Toulouse pour travailler dans l'aéronautique expat. J'ai envie de faire ça. Et comme ce que j'aimais faire, et j'aime toujours faire, c'est apprendre des nouvelles choses, je me suis dit que j'allais continuer dans une thèse. Donc j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides dans le laboratoire où je travaille maintenant. J'ai eu la chance d'être embauchée après. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets. Et je continue tous les jours quand je rentre chez moi le soir, quand les enfants me demandent ce que j'ai fait de la journée, je peux à peu près tous les jours leur dire que j'ai appris de nouvelles choses. Donc du coup, c'est le bon côté de ce type de métier-là. Et bien, j'ai rappelé. Voilà. C'est une question. Ah, alors, et moi je peux la définition. Bonjour,
Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme vous a fermé quelque part ou pas du tout? Je dirais pas du tout. Même en fait, dans mon quotidien, vu que dans ce milieu, comme je vous dis, on est plutôt 10% de femmes, des fois c'est même un plus parce qu'on repère plus facilement notre visage. Il y a plein de fois où j'étais en conférence et où après les gens venaient me poser des questions pour dire c'est vous la jeune femme blonde qui avait posé la question, où on s'est vu il y a 2 ans, je ne m'en souvenais pas du tout. Donc le fait d'être en minorité, pour le coup, c'est un peu un plus. Après, je dois quand même reconnaître que des fois, au quotidien, de se sentir toujours différent des autres, ça peut toucher, mais c'est plus un ressenti personnel sur lequel il faut travailler. Mais après, vis-à-vis de mon entourage, je me dis, voilà, en étant différent, on est plus facilement repérable. Bonsoir. Est-ce que, j'ai pas entendu, vous avez dit que ça faisait combien de temps que vous travaillez dans le foyer? J'ose plus compter en fait. Je compte, oui, mais ça fait 15 ans à peu près. Et est-ce que vous avez vu l'évolution du nombre de femmes dans votre laboratoire? Eh ben non, justement. Alors c'est pour ça que je viens à ce genre d'événement, parce que même depuis que je suis là, malheureusement, le nombre de femmes dans nos métiers là, qui sont, c'est vrai, c'est ingénieur très appliqué. Je travaille avec des collègues qui brûlent du kérosène toute la journée, des taches d'huile et tout. On reste péniblement autour de 10-15%, et même parmi les stagiaires, les nouveaux qui arrivent, ça reste à ce niveau-là. Donc je pense que c'est dès à votre niveau, en fait, dès un âge un peu plus jeune, qu'il y a malheureusement une sorte de décrémage, donc il y a moins de femmes qui s'orientent sur ces sujets-là. En même temps, ça n'empire pas. Ça augmente peut-être légèrement, mais pas très vite. Avons-nous d'autres questions? Non, oui, peut-être. Éventuellement. Décidément, vous faites. Bonsoir. J'ai entendu que vous étiez allé à Polytechnique. Du coup, je veux savoir comment vous avez vécu ces années-là à Polytechnique. Très bien, parce que du coup, moi j'aime beaucoup le handball et j'avais jamais pu faire du handball avant parce qu'en Ariège où j'étais, il fallait traverser 2 vallées, c'était trop loin. Donc en montant Polytechnique, j'ai dû arrêter la musique parce que je joue du tuba et je ne pouvais pas transporter le tuba dans le train. Bon. Mais en échange, j'ai pu me mettre à jouer dans une équipe de filles de handball parce qu'on était suffisamment nombreuses. Donc ça a été des très bons moments. Et puis oui, j'en garde de très bons souvenirs. Puis en plus, c'est très cliché, mais là-bas, j'ai rencontré mon mari. Ben voilà. Oui. Plutôt positif. Bonsoir. Est-ce que même pendant vos études, vous avez remarqué qu'il y avait un manque de filles dans vos classes ou bien pendant vos cours, pendant vos années d'études? Ouais, en fait, directement après le bac, jusqu'au bac, je pense que à l'époque, moi, ça s'appelait encore terminale S scientifique, on était moitié-moitié à peu près, je pense. Et c'est après le bac, comme je disais, mes copines filles, là, beaucoup, elles sont parties plutôt dans le domaine biologique. Et partir en maths et physique, c'est là qu'on était moins nombreuses. Bon, après, au quotidien, j'étais tellement habituée que ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais c'est peut-être plus en vieillissant ou en y repensant, du coup, je me suis rendu compte que ça peut quand même autrement. Vous avez fait quelle prépa? Et j'étais au lycée Fermat, à Toulouse, là. Alors, pour tout vous dire, moi, dans ma famille, il n'y a personne du tout qui faisait des sciences avant. Ma famille, c'était plutôt dans le domaine médical, justement. C'est pour ça que je voulais aller dans le domaine médical. Et en fait, j'étais au lycée à Foix, pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est vrai, trop bien, vous voyez du coup, c'est mes profs au lycée qui m'ont dit inscris-toi, t'as le niveau, va dans cette prépa. Donc, j'y suis allée comme ça, j'ai découvert Toulouse en débarquant
Si j'étais venue, en cours, on était venu faire des manifestations quand j'étais en première, sur une journée de grève, mais sinon, voilà. Vous avez fait PCSI ou MPSI? Alors, MPSI, moi, c'était les maths. J'avais décidé que j'aimais pas la chimie, et donc j'avais choisi pour ne pas faire de chimie et faire que des maths, physique et planète. Est-ce qu'il y en a d'autres ou encore ça? Bon, mais sur ce, on peut quand même applaudir notre premier intervenant. Est-ce que tu as un mot à ajouter ou est-ce qu'on continue? Allez. Hop. Donc bonsoir, moi c'est Annabelle. Alors j'ai un parcours complètement différent de celui qu'on vient d'entendre. Actuellement, je suis ingénieure technico-commerciale chez Dassault Systèmes. Pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas vraiment une entreprise qui est très reconnue du grand public, mais en fait Dassault Systèmes c'est le leader mondial de la 3D de la simulation. Peut-être que vous connaissez un peu plus la solution CATIA qui permet de concevoir les avions chez Airbus, chez Boeing, chez un peu tout le monde d'ailleurs, chez Dassault Aviation, etc. Et qui permet également de concevoir toutes les voitures qui roulent dans le monde sont conçues avec les outils Dassault Systèmes. Les gens passent parce qu'on fait aussi dans le nucléaire, dans la finance, on a plein de ce qu'on appelle des industries différentes. Donc moi, je suis ingénieur technico-commercial. Mon domaine, c'est ce qu'on appelle le digital manufacturing. Digital manufacturing, en fait, en français, c'est l'ingénierie des opérations telle qu'on l'appelle. Mais en fait, c'est tout ce qui correspond à l'industrialisation des pièces élémentaires et des assemblages pour ensuite passer en production. Alors, comment j'en suis arrivée là? Mon travail en tant qu'ingénieur technico-commercial, c'est d'accompagner le client justement dans sa transformation numérique dans ses usines. Voilà. Et en fait, mon travail, c'est de prendre des cas concrets des clients et de les traduire dans notre solution pour leur montrer que la solution apporte de la valeur. Comment j'en suis arrivée là? Alors, dans mes études, en fait, j'ai un bac S également. Après, j'étais pas vraiment passionnée par les maths, du coup, je prends différentes fois. J'étais plus passionnée par la physique. D'ailleurs, j'avais fait une spécialité physique, pas chimie, mais bon, il y avait chimie aussi dedans. Je suis un peu pareil, chimie, pas trop mon truc. Donc, spécialité physique-chimie. Et ensuite, après le bac, je me disais, est-ce que je m'engage dans des études longues ou pas? Et puis bon, j'étais pas forcément, enfin, j'en avais un peu marre d'école, donc j'ai décidé de faire un BTS. Le BTS, je l'ai fait à Mirepoix, aussi en Ariège. Donc, on est plusieurs à représenter l'Ariège ce soir. Bon, je ne suis pas ariégeoise, mais... Et donc, j'ai fait un BTS productique mécanique. Alors, productique mécanique, autant vous dire que là, on n'était pas beaucoup de filles dans la classe, parce que le productique mécanique, c'est d'établir justement ce qu'on appelle des gammes de fabrication et de montage. Si vous êtes arrivé de monter un meuble Ikea un jour dans votre vie, la gamme, en fait, c'est la notice de montage que vous avez. Voilà. Donc ça, c'était... ma formation, en fait, c'était axé là-dessus. Et aussi le pilotage des machines-outils à l'atelier, donc la programmation des machines, des robots, etc. Ensuite, après mon BTS, je me suis dit, bon, est-ce que je pars travailler directement ou pas? J'ai choisi de ne pas partir travailler directement. Et en fait, il y a plus de 20 ans, j'étais à votre place, puisque je suis rentrée en licence. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise ici, à l'UPS, en sciences de la production industrielle. Ensuite, à l'issue d'une maîtrise, je suis rentrée chez Safran. Donc à l'époque, ça ne s'appelait pas encore Safran. Mais en fait, j'étais préparateur méthode dans la conception et la fabrication des pièces élémentaires pour les moteurs de missiles. Donc autant vous dire que là non plus, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. D'ailleurs, j'étais à peu près la seule femme. Dans un service, on était 50 dans le service. Il y avait une secrétaire. Il y avait une autre femme qui faisait les devis des pièces, etc., pour savoir à combien on vendait en fait, les moteurs que l'on vendait à nos clients. Et il y avait moi. Donc sur 50, on était 3. Et ensuite, j'ai pris plusieurs fonctions au sein de Safran. J'y suis resté 15 ans. Et après, j'ai atterri chez Dassault Systèmes. Et aujourd'hui, juste pour finir là-dessus, on est ingénieur, c'est vraiment très très vaste. Vous pouvez faire plein de disciplines différentes. On a eu l'exemple de l'aérodynamique, l'aérothermodynamique, de l'acoustique. Moi, plus dans des disciplines de présenter en fait la valeur et de présenter ce qu'un outil puisse apporter aux clients. Et ensuite, on verra aussi autre chose avec l'Alexia.
Donc, si vous avez des questions, je suis à vous. Ne vous tapez pas. Surtout pas. Alors du coup, peut-être que vous avez des questions sur le parcours, sur les difficultés, sur son ressenti. Non. Ah, Comment vous avez choisi ce BTS? Alors, ce BTS, j'ai choisi. Alors, ma famille n'est absolument pas dans ce domaine-là, ni dans l'industrie, ni dans l'informatique. J'ai un père qui était artisan, qui était tapissier, et une mère qui était institutrice. Donc, et en fait, ce BTS, j'ai choisi d'abord pour une chose. Je ne suis pas originaire de la région, et j'ai choisi pour me rapprocher de Toulouse à cause de l'aéronautique. Parce qu'à la base, je suis une passionnée d'aéronautique également, un peu comme ça. Et donc, j'ai choisi ce BTS comme ça. Et aussi parce que j'étais quelqu'un, je suis encore, qui aime bien bricoler, tout ça, et justement de transformer la matière, donc de partir d'un brut, d'un lopin de matière, et d'aboutir à une pièce finie, qui peut être des fois très très complexe, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette filière, ce BTS en particulier, donc voir comment on pouvait transformer un lopin de pièces, un lopin de matériel, en pièces pour répondre à une spécification du bureau d'études et la région pour l'aéronautique. maintenant qu'on a la première question, on va en avoir une deuxième. Non? Personne? Elle a été tellement claire que vous n'avez pas de questions, pas d'interrogation? Elle était trop forte? Ouais? Ah. Bon, du coup, mais vous pouvez. Ah, si, attends, non! Ça y est, elle a levé la main! Oh là là. En fait, elle voulait qu'on l'applaudisse, c'est ça. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment scolaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de reprendre, entre guillemets? Alors en fait, ce qui m'a donné envie de reprendre, à l'issue de mon BTS, la plupart des débouchés, c'était technicien sur machine-outil, donc technicien régleur, etc. Et j'avais pas vraiment envie, même si c'est quelque chose que j'aimais pendant les études, de passer toute ma vie derrière une machine. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer et de venir ici pour poursuivre mes études. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, c'est quoi une journée type pour vous au travail? Vous avez dit que vous n'étiez pas devant une machine. Est-ce que vous êtes devant un ordinateur? Oui. Alors, actuellement, mon métier, c'est de présenter à mes clients, puisque je suis technico-commercial et j'interviens sur ce qu'on appelle l'avant-vente. Donc, c'est avant que les contrats soient signés. Et en fait, mon métier, c'est de présenter à mes clients la solution informatique qui va leur permettre de fabriquer au mieux, de manière lean et sustainable, leurs pièces, leurs avions, leurs voitures, etc. Donc, ma journée type, soit je prépare des démonstrations pour mes clients, donc à mon bureau ou chez moi, puisque je fais aussi pas mal de télétravail en ce moment. Et, ou sinon, je me déplace. Alors, ma région géographique, elle s'appelle l'Europe de l'Ouest, sauf qu'elle comprend aussi toute l'Afrique et toute la péninsule arabique. Donc, je fais aussi, d'ailleurs, le mois prochain, je suis en Arabie Saoudite et à Dubaï pour des démonstrations clients. Merci. Je crois qu'on est des stagiaires pour Dubaï. Ah, si, une question. Je voulais savoir, parce qu'on parlait de solutions, est-ce que vous passez par un cahier des charges avant? Oui, alors on a ce qu'on appelle de la part de nos clients des RFP et des RFP, donc des Requests for Information et des Requests for Proposal. Et donc là, en fait, c'est une espèce de cahier des charges et auquel on doit répondre. Donc généralement, le cahier des charges est formulé avec le vocabulaire du client. Et donc c'est à nous de nous adapter aussi. Tous les jours, on doit s'adapter aux clients différents. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que du coup, vu que votre père et votre mère, ils ont fait quelque chose de complètement différent, est-ce qu'ils n'ont pas été un peu étonnés par le parcours qui est très souvent masculin? Et
Alors, je prends la première. Absolument pas. J'ai eu des parents qui m'ont laissé faire à peu près ce que je voulais en termes d'études. Ma mère, il faut savoir que ma mère, donc elle est de 1948, et elle a passé un bac, c'était D à l'époque, donc ça correspond en fait plus ou moins à un bac scientifique de notre époque. Donc c'était déjà, même si elle était instite, les instites sont plus quand même littéraires, mais elle avait déjà cette fibre scientifique. Donc c'est aussi ça, j'ai été un peu bercée dans ce milieu-là. Mon père, même s'il était artisan, donc métier manuel, était aussi intéressé par tout ce qui était aviation spatiale, les cartes spatiales. C'était un enfant des années 70, et l'espace, il avait un peu des détours dans les yeux. J'ai plutôt été bercé dans ce milieu-là, même si mes parents ne faisaient pas du tout ça. Et donc, ils m'ont absolument pas mis le bâton dans les roues quand j'ai dit que je voulais travailler sur une machine métier. Et du coup, la deuxième, c'est un métier comme le vôtre. Du coup, vous allez à Dubaï dans pas longtemps. Ouais. C'est pas un peu de pression? Enfin, je veux dire que du coup, l'achat potentiel, il repose quand même sur vos épaules. Du coup, Ouais, alors ça peut sur mes épaules. Je suis pas toute seule, mais on travaille sur des contrats. Alors moi, parce que je m'occupe des grands comptes, donc les grands comptes, c'est type Airbus, Renault, Peugeot, des grandes entreprises. Généralement, les contrats, évidemment, ça ne pas encore que sur moi, c'est entre une dizaine de millions d'euros et ça peut aller même à beaucoup plus. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Alors n'attendez pas quand je vous applaudisse pour la question, si jamais. Donc maintenant, on peut applaudir s'il n'y a plus de questions. Et d'ailleurs, j'y pensais avant d'arriver à notre dernière intervenante, peut-être qu'on n'a pas présenté Elle Bouge. C'est vrai qu'on ne vous a pas dit, mais il y a un gros panneau, il y a des gros panneaux. Mais qu'est-ce que c'est Elle Bouge? Donc, susciter les passions, partager les passions et susciter les vocations, c'est plus dans ça. Donc, nous, en fait, effectivement, on fait partie toutes les trois de l'association Elle Bouge. On est là pour promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès de vous, donc des jeunes filles principalement, puisqu'on s'adresse aux jeunes filles, vu le nom de l'association, mais également aux jeunes hommes. Hein. On peut très bien aussi, on a tout à fait le droit de partager aussi avec vous, messieurs, notre expérience, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc, toutes les trois, on est des marraines de l'association, ça veut dire qu'on travaille dans des milieux scientifiques, dans des domaines scientifiques, et on va intervenir, comme ce soir devant vous, dans des grandes écoles, dans des universités, mais également dans des lycées, dans des collèges, et à partir de cette année, dans les écoles primaires. Moi, personnellement, je n'en ai pas encore fait, mais on peut partir cette année dans les écoles primaires. Et en fait, pourquoi Elle Bouge? La délégation de Midi-Pyrénées a 10 ans, cette année, et Elle Bouge a été créée justement en association avec plusieurs entreprises, donc plusieurs grandes entreprises à l'origine qui ont fondé cette association. Donc au fur et à mesure, des entreprises qui travaillent dans la tech, dans les sciences, dans l'industrie, adhèrent à l'association, demandent à leurs ingénieurs et techniciennes, hein, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs, mais aussi des techniciennes dans l'association, qui travaillent sur les domaines scientifiques, de partager leur expérience, comme on fait avec vous ce soir, et de promouvoir justement ces métiers qui ont du mal à se mobiliser. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, quand j'ai fait mes études il y a un peu plus de 20 ans, en fait, la proportion de jeunes filles et de jeunes hommes dans les filières scientifiques, c'était la même que celle d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup évolué sur ça. Et ça vient beaucoup du fait que les jeunes filles se mettent elles-mêmes des barrières. Et justement, nous, on est là pour vous dire que c'est possible de travailler dans ces milieux-là. Et c'est même très agréable. Moi aussi, j'ai rencontré mon mari au bout. Et du coup, il y a plein de flyers, si ça vous intéresse. Voilà. Si vous voulez partir à Dubaï. On a un site internet, vous pouvez vous inscrire aussi en tant qu'étudiante. Pour le coup, moi, j'y étais déjà inscrite en tant qu'étudiante, c'était il n'y a pas si longtemps. Et vous avez un forum aussi sur le site internet, auquel on est plutôt actif quand vous recherchez des stages, quand vous avez des questions, votre premier emploi. Il y a un forum. On met la journée, des fois 2 jours, mais c'est tout.
vous avez le nom, si quand vous êtes inscrit, après vous avez l'annuaire, vous avez tout le monde, le lieu où ils travaillent, des fois nos numéros de téléphone, donc vous pouvez vraiment nous contacter. Et ensuite vous avez nos noms à nous, c'est vrai qu'on n'a pas donné nos noms de famille, mais vous pouvez les écrire. Moi c'est Alexia Casimir, c'est Z-I-M-I-R. Donc moi c'est Annabelle Louis, comme le prénom, L-O-I-S. Et moi, c'est Estelle Pio, P-I-O-T. Qui vient de fois. Donc voilà, je les pose juste à l'entrée, il y en a d'autres aussi. N'hésitez pas à vous ruer dessus et à vous battre pour ces flyers. On a aussi des événements comme l'Innovatech, où c'est 2 marraines et une étudiante, donc c'est un nombre illimité, c'est très large, donc vous pouvez vraiment toutes vous y inscrire. Pas forcément déjà dans des études scientifiques, etc., mais c'est un challenge d'innovation, donc des fois il y a des thèmes, souvent c'est des thèmes écologiques, donc de créer quelque chose, d'innover, de sortir une idée. Des maquettes, un pitch, des choses comme ça, et c'est souvent février, voilà, ou en tout cas dans le début de l'année, donc voilà. C'est un événement dans lequel vous pouvez très bien participer, c'est aussi très joli sur un CV, les filles. Voilà. Innovatech, ça entend quelques-unes ou pas? Je suis sûr que si on dit et pourquoi et pipi, là ça marche beaucoup mieux. Mais blague à part, du coup, notre dernière intervenante du soir. Moi. Je me représente, Alexia Casimir. Donc actuellement, je travaille pour Capgemini, c'est une entreprise d'informatique, une grande entreprise, vous la connaîtrez par la suite. Voilà. Mais par contre, je ne fais pas d'informatique. Voilà. Je travaille en interne et je fais donc du lean management. Donc, je fais de l'amélioration de procédés, de processus, de méthodes de travail, etc. Donc j'en parlerai un peu après. Mon parcours, donc pareil, moi j'étais au lycée et au collège aussi en Ariège. Voilà. Voilà, il y a un petit thème général aussi. Donc j'étais au lycée en Ariège et donc j'ai fait moi aussi un bac S. J'aimais bien les maths, donc spécialité maths. Et j'étais un peu perdue, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et arrivé à la terminale, il faut se décider. Je suis diplômée d'école d'ingénieur en 2019, donc j'ai eu mon bac en 2014. C'est hier. Donc, voilà. Et donc j'ai fait un bac S, spécialité maths, je ne savais pas ce que je voulais faire, et j'ai eu des profs de maths qui ont discuté. Je suis allée dans toutes les petits points que les profs de maths à l'école faisaient à l'époque pour les garçons, principalement, pour leur parler des prépas, des écoles d'ingé, etc. Et j'étais la seule dans ces pièces, alors que c'était 2014, 2013, voilà, c'est bien. Donc j'étais là toute seule dans ces séances de formation pour les écoles d'ingé. Et je voulais... moi j'aimais bien les études, mais j'aimais travailler les mains. Donc j'avais besoin d'un milieu, d'un entre-deux. Donc j'avais envie de faire des études, mais pas que. J'ai envie de travailler à côté, j'ai envie d'utiliser des machines, j'ai envie de travailler en même temps, et que ça rapporte à mes études. Donc je suis allée à l'ICAM, ICAM, donc l'Institut catholique des arts et métiers. Je ne suis pas catholique, voilà. Et tout le monde n'était pas catholique. Voilà. Et c'est donc, il y a plusieurs parcours, et le mien, moi je l'ai fait en apprentissage. Donc j'ai fait un BTS intégré, ensuite je suis partie en apprentissage. Donc, le BTS intégré, c'est un BTS ATI, mais c'est pas exactement le même que vous avez à DEODA. Il est un tout petit peu, il est pour mettre en équivalence avec l'ICAM qui est en intégré, où il y a une prépa intégrée. Donc c'est pour qu'on ait à peu près le même niveau si on veut se balader de la session, de la ligne en tout cas, de l'ICAM intégré, de l'apprentissage. Donc c'est un BTS pas comme celui de Théoda, donc un petit peu plus élevé. Et c'est un BTS ATI, assistance technique de l'ingénieur. Donc pareil, j'étais dans des ateliers, des machines-outils, etc. J'étais une fois par semaine. Mais ce n'était pas le cœur de la chose qu'on apprenait. Moi, on m'a plutôt appris à faire des plans, donc, et d'utiliser Katia, ces choses-là. Donc, plutôt de la CAO et du plan.
Voilà. Ensuite, j'ai fait mes études d'ingénieur, donc je les ai fait à l'ICAM et je les ai fait en apprentissage. Donc, je fais moitié-moitié de mon temps. J'ai fait mon apprentissage à côté de Pau, donc dans la campagne à 40 minutes de Pau, donc voilà. Super pour la sociale, je vous préviens. Et donc, je l'ai fait chez FIV, si vous voulez le noter. C'est une entreprise qui en rachète d'autres, hein, et donc qui est là pour fabriquer des machines spéciales. J'ai découvert en tout cas que j'aimais bien ça. Beaucoup utilisé chez Airbus, dans beaucoup d'entreprises, dans les machines spéciales. Et donc, je l'ai fait, moi, dans de la tuyauterie industrielle. Donc, pour le gaz et le nucléaire. Donc, c'est des tuyaux qui font à peu près 1,5 mètre de diamètre. Donc, on y rentre dedans pour les souder, etc. Donc j'ai fait du chantier pendant mon apprentissage, etc. Pas beaucoup de femmes sur les chantiers, voilà. Et encore moins en école d'ingé. D'ailleurs, je ne vais pas parler des quotas. Pendant mon BTS, on était 5 pour 70. Et en école d'ingé, on était 11 pour 90. Donc ça allait mieux. Et au travail, il y avait moi. Voilà, dans mon entreprise. Voilà, donc en plus l'apprenti, la fille qui est de loin, du coin. C'était pas facile tous les jours, j'avoue, sur les chantiers, mais on s'y fait et ça forme le caractère, on apprend des choses et moi j'ai eu un apprentissage fabuleux, j'ai appris beaucoup de choses. Et je l'ai fait aussi en lean management, c'est le métier que je fais aujourd'hui, mais dans les entreprises informatiques. Mais je fais exactement le même métier. Mon cœur de métier, les choses que je fais tous les jours, c'est à 80% la même chose. Donc le lean management, lean ça veut dire maigre en anglais, et management ça veut dire manager, organiser, mener. Donc en fait je venais dans mon ancienne entreprise, donc dans l'industrie je venais analyser les façons de souder, les façons d'assembler les éléments pour améliorer, changer des degrés, c'était des calculs techniques. Et alors qu'aujourd'hui c'est plus de l'analyse des fois de façon de coder, c'est même pas de code, mais de façon dont la personne va venir coder. J'ai choisi ça parce que j'aime la technique et j'aime les humains. Et souvent, quand on fait que de la technique, on reste devant son ordinateur, ou on reste devant ses papiers et on voit rarement quelqu'un. Donc, c'est pas le cœur de notre métier. Et moi, je vois des gens différents ou des personnes différentes très souvent. Et c'est ce qui fait que j'aime mon métier. Je pense que j'aime. Et aujourd'hui, dans mon entreprise informatique, on est plutôt pas mal de femmes. On est plutôt au-delà du 30%. Plutôt vers le 35%, et même dans les développeuses, il y en a vraiment le 30% est là en informatique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il faut laisser 20 secondes. Il faut laisser 20 secondes. Ah, allez, dis donc. Heureusement que tu es là pour nous sauver. Si j'ai pas la réponse. Vous avez parlé de plan et de CAO. C'est quoi le CAO? Conception assistée par ordinateur. Ok, merci. C'est tout. Ouais, si. Ah, si, on arrive. Ah oui, ça va. C'est la D. Le cadre en anglais. Moi, c'est pas forcément une question que pour vous, c'est plus pour vous trois, mais enfin, qu'est-ce que ce serait le conseil que vous nous donneriez nous si on continuait enfin, vous avez des parcours très différents, mais finalement, vous vous ressemblez un peu. Du coup, c'est de savoir le conseil que vous nous donneriez continuer dans ce que vous avez fait. Ose. On réfléchit souvent, les filles. On se dit souvent, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai ma place? Franchement, je ne vais pas y aller. Genre, j'ai pas ma place, j'ai que temps moyenne, ou je ne vais pas y aller, je ne sais pas ce que ça veut dire CAO. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller à l'entretien. Il y avait un mot que je ne connaissais pas. Je ne vais pas y aller à l'école. Si, vas-y, ose. Au pire, on te dit non. Et c'est pas grave, et tu apprendras des mots, tu rencontreras des gens. Allez-y aux choses que vous ne savez pas. Passez des entretiens dans des écoles où vous ne comprenez même pas le premier mot. Allez-y, en fait, osez-le. Vous avez rien à perdre, mais rien, et que des choses à apprendre. Il faut oser. Parce que vos camarades, les garçons, ils ne vont pas se demander. Il y a tellement d'hommes incompétents, donc il faut aller. Voilà. Ça va aussi. Pardon, j'aime les hommes, toi. Les hommes sont des gens. J'avais le regard, je sentais. Pardon, les hommes sont des gens très bien, il y en a des compétents, mais. C'est vrai. Oh, ça va. Moi, j'ai une question.
peut-être bizarre, mais c'est juste que en tant que femme, du coup, on pose souvent la question de comment on vit le fait d'être une femme dans des secteurs masculins, comme si notre genre, notre place, devait parfois être questionnée. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on vous demande du coup, est-ce qu'en tant que femme, ce secteur, il vous plaît quand même, vous avez votre place, comme si c'était pas quelque chose de logique que vous soyez là. D'un côté, c'est dérangeant, mais ça dépend du contexte. Ici, moi, je suis contente qu'on me le demande, parce que je suis là pour partager mon expérience. Mais si on me le demande dans un domaine professionnel, je suis dans une réunion, je suis vraiment dans mon travail, oui, ça va me déranger. Parce que ça n'a pas lieu d'être, il faut se faire respecter après. Voilà. Comment vous avez choisi votre entreprise actuelle? Qu'est-ce qui vous a plu dans celle-là en particulier? Moi, j'avais envie de me challenger, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'y suis allée, en fait, parce que je ne savais pas ce que c'était, parce que j'y connaissais rien. Et on est venu me chercher et j'ai eu le poste et je ne savais pas. J'avais codé un peu pendant mes études, mais j'avais jamais fait, j'avais fait des petits sites internet, des jeux vidéo, mais rien pour, voilà. J'y suis allée. Et vous, du coup, comment vous avez votre travail actuel, comment vous y avez accédé? Alors moi, en fait, quand j'étais chez Safran, je m'occupais des outils, mon dernier poste, c'était m'occuper des outils d'Assosystème qu'on avait à l'époque dans l'entreprise, donc Katia, Simulation, ça parle de moi, c'est des outils de conception, de simulation, Dania, donc pour les outils de manufacturing. Et en fait, c'est le commercial avec qui je travaillais, le commercial des Assosystèmes avec qui j'ai travaillé, qui m'a débauché de mon ancienne entreprise pour passer de l'autre côté du miroir. Donc du côté de l'histoire de la France. Et donc c'est comme ça que je suis partie chez Écosystème. Alors moi ce que je voulais faire c'était de la recherche scientifique, mais j'avais quand même envie d'être assez proche de l'application. Et puis du coup c'est ça qui m'a fait, je me suis un peu renseignée sur ce qui existait dans le domaine. Donc je me suis aussi orientée vers l'aéronautique et le spatial parce que j'aimais ça. Je dois avouer que c'est pas uniquement aussi pour ça, je pense que j'aurais pu faire plein d'autres domaines et ça m'aurait plu aussi. Et j'avais pas envie de vivre à Paris parce que c'était trop loin la montagne. Et du coup, j'ai cherché aussi à pouvoir revenir à Toulouse parce que c'était un endroit où j'étais déjà en couple et je me disais là, on aurait des chances de trouver tous les deux un métier qui nous plaise. Et c'est vrai que mine de rien, ça a quand même guidé aussi le choix. Donc, du coup, ça s'aligne bien. Dans l'aéronautique et le spatial, on aura plus de chances de trouver tous les deux un métier qui va bien sans être obligé de rester en région parisienne. J'ai beaucoup d'amis qui sont restés en région parisienne, du coup, à partir du moment où j'étais deux ingénieurs en couple. Et du coup, puis, bon, voilà, après, le domaine en lui-même, la mécanique des fluides, l'acoustique, je savais que ça m'arrivait et j'ai réussi à trouver un labo où j'ai pu rester. Vous aussi, vous avez du coup trouvé votre partenaire dans l'entreprise ou pas? Non. Mais il est quand même ingénieur. Désolée. Désolé de te décevoir. Pardon, c'est désolé. Non, pas de problème. Du coup, alors, une question. Ah, pardon, sous mes yeux. Un peu plus. Je sais que certaines de mes amies, on leur demande de s'habiller d'une certaine façon pour rencontrer des clients ou des collègues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi j'ai un exemple. Mon ancienne entreprise, c'était chez Safran, avait un atelier à la prison centrale de Muret. Et un jour, on m'a demandé d'y aller parce qu'il y avait une soufflerie qui était là-bas et il fallait, manque de bol, les détenus qui, parce que c'est les détenus en fait qui travaillaient dans cet atelier. Ça permet pour les entreprises de baisser les coûts, c'est comme ça, parce qu'ils sont rémunérés mais pas au même titre, du même ordre qu'un ouvrier de l'usine. Et en fait, un jour, et je venais juste de rentrer dans la boîte, j'avais 25 ans, on me demande d'aller former le nouveau détenu parce que l'ancien détenu avait été libéré sur la soufflerie. Et je peux vous dire que j'ai réfléchi longtemps le matin à savoir comment j'allais m'habiller. Parce que bon, on entend toujours le milieu carcéral, mais c'était pas quelque chose que je connaissais trop. Et j'ai mis longtemps le matin à savoir comment j'allais m'habiller, donc finalement je me suis habillée soft.
Sinon, après, finalement, je trouve que pour les femmes, je ne sais pas les filles ce que vous en pensez, mais on est peut-être plus libre que certains de nos collègues masculins, en particulier dans mon métier où on est très en contact avec le client. Finalement, on est plus libre de nos tenues, on n'est pas contraint au costard cravate, même si la cravate se perd un petit peu aujourd'hui dans le business. On n'est pas vraiment contrainte à ça. On peut très bien arriver, comme je suis arrivé ce soir, là, avec un t-shirt, une veste et un jean. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, moi, je bosse dans un laboratoire de recherche où tout le monde s'habille mal, c'est les chercheurs. Donc, c'est assez libre, hein. Sinon on met une blouse par-dessus pour cacher. Pour autant, je dois quand même avouer, ça m'est déjà arrivé des jours où je suis venue en robe d'avoir des remarques du style « Ah, t'as quelque chose à demander au chef et tout ». Alors, connaissant les personnes qui demandent ça, ils sont plus en mode lourdeau, c'était pas fait méchamment, mais ça fait partie des remarques qui ne font pas quand même très triste. Mais c'est pas pour autant que je continue à mettre des robes quand je mets des robes, parce que j'aime quand je mets des Bon, la seule chose le seul moment où on m'a déjà demandé de m'habiller de façon différente, c'était pas forcément en France. Je suis allée travailler à Manchester et j'ai mis un jean un jour. Et on était encore à la mode des slims, hein, c'est plus la mode, mais à l'époque c'était encore la mode. Donc je suis arrivée au travail avec le chemisier, j'étais bien, enfin, des chaussures habillées, un chemisier, une veste, mais un jean. Mais j'ai jamais pris autant de réflexion, de drague, de machin, mais de ma vie. Je suis pas bien, mais c'était impressionnant. Et j'ai des managers qui sont venus me voir, des directeurs qui sont venus me voir en me disant mais c'est pas possible de s'habiller, c'est pas professionnel, c'est trop aguicheur de s'habiller avec un jean comme ça au travail. Voilà. C'est le seul moment où on m'a déjà demandé de m'habiller différemment. Voilà. Mais c'était pas en France, donc voilà. Alors qu'en France, en fait, c'était pas passé ça. En France, jamais personne m'a rien dit pour un jean. Je vais en jean tous les jours au travail, je vais en jupon, en robe, Moi, je vois une fille avec les cheveux bleus là-bas, moi, au travail, elles ont les cheveux colorés. Hein. Bon, enfin, je peux vraiment, moi j'en ai, elles sont ingénieures, elles ont les cheveux colorés, elles sont en costume tous les jours. Alors juste pour revenir là-dessus aussi, c'est sûr que si vous travaillez dans un atelier de production, là, vous restez, le jour où vous vous mettez en jupe, vous risquez d'avoir des réflexions, des sifflets qui vous suivent. Généralement, c'est jamais très méchant, mais c'est très lourd à force. On avait d'autres questions, je crois. Ah bon? Allez. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mihail. J'ai vu que vous voyagez un peu beaucoup, pardon. Est-ce que c'est pas pesant? Est-ce que c'est pas un frein à une vie de famille? Est-ce que c'est pas compliqué de... Je sais pas, j'ai quelques a priori, quelques stéréotypes aussi. C'est pas compliqué. Ouais. Alors, pour mon cas, avec mon mari, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. C'était une volonté. Moi, je me sens pas toujours à l'heure actuelle devenir mère. J'aime beaucoup les enfants des autres, mais pas chez moi. pas 100% du temps. Donc, c'est vrai que peut-être par rapport à d'autres femmes qui sont également mères de famille, qui ont aussi des enfants à gérer, surtout des enfants à bas âge, j'ai beaucoup plus de facilité de me déplacer. Du coup, moi, dans mon métier, je me déplace aussi assez souvent parce que pour aller travailler avec des équipes dans le monde entier, des conférences internationales. Et j'ai deux enfants, une fille et un garçon qui, en ce moment, maintenant, ils ont 9 et 12 ans. Et alors, en fait, je pense que c'est sûr que c'est plutôt, je dirais, un frein qu'on se met soi-même. Enfin, moi, je le reconnais pour moi aussi. Du coup, je voyageais quand même parce que j'aime ça pour mon métier. Mais je dois reconnaître qu'à chaque fois, j'ai quand même toujours une petite pointe là de les laisser comme ça. Surtout que régulièrement, là, ça m'est arrivé. Du coup, on s'organise avec mon mari. Justement, j'ai un mari super j'ai toute confiance quand c'est lui qui les a. Mais typiquement, un exemple,
j'étais en conférence aux États-Unis, le temps qu'il m'accompagne à l'aéroport, j'arrive là-bas, au bout de 12 heures de voyage, on comment ça va, et là il m'explique que la nounou vient de nous planter. Et donc il a dû gérer tout seul. Alors moi j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas revenir avant. Donc, ça s'est bien passé. Une autre fois, je pars en conférence, pareil, une semaine à Lyon, mais bon, pour autant, c'est en train. Je ne pouvais pas revenir facilement. Je suis dans le train, l'école qui m'appelle, votre fille elle est malade, elle vomit partout. Oui, mais là je suis désolée, il va falloir que vous appeliez le papa, donc le papa qui gère, donc c'était la gastro, comme c'est jamais arrivé, limite à aller à l'hôpital et tout. Et moi j'étais le soir en train de culpabiliser avec mes collègues à manger au resto. Comment ça va? Mais au final, il s'en sort très bien. Alors peut-être que quand ma fille ne sera plus grande, elle me reprochera. Mais non, c'est pour ça. Je pense que c'est plutôt nous-mêmes qui, à la rigueur, en pouvant se mettre des freins, mais alors qu'au final, quand on le fait après, ça se passe très bien. Et j'ai choisi ce métier aussi pour pouvoir rencontrer des gens d'un peu tous les pays. Et moi, je pense quand même que je freine un peu plus mes voyages. Bon, là, c'est aussi avec pour l'impact carbone, tout ça. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je parte de là, parce que si on peut refaire une ici. Non, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez tout compris? Ah non, c'était pas ça clair. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit, Alicia, que dans votre entreprise en alternance, vous étiez la seule fille et que c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? C'était déjà pas facile, déjà pour mon âge, parce qu'on n'a pas la même personnalité. Enfin, moi, j'avoue que ma personnalité a beaucoup changé grâce à l'apprentissage et avoir travaillé pendant mes études. Et j'étais un peu plus je trouve un mot approprié. Un peu plus nature ou un peu plus prête à croire le monde. Pas naïve non plus, mais entre naïve et douce. Voilà. Voilà, je sortais de ma campagne, d'Ariège. Franchement, tout le monde est gentil, il nous arrive rien de. Voilà. Et d'arriver en entreprise, on est la seule femme, on est jeune, on est loin de chez soi. Tout était fait pour que ce soit compliqué pour moi. Et on apprend, et on se forge, on se prend des remarques, parce que je travaille dans un atelier, donc comme on disait, on se prend les remarques pour les jupes les premières fois, on passe un an où on met que des pantalons, et puis finalement on est là, donc je me marre, il fait 40, enfin, je viens pas en pantalon, et on vient, et on se prend 2-3 sifflets, et puis maintenant on a grandi, et on leur répond, on leur parle de leur fille, de leur mère, et puis ça y est. Mais oui, c'est la seule réponse quand on n'a pas de répartie. Moi, j'ai pas de répartie. Est-ce que tu dirais ça à ta Sophie? Est-ce que ta fille, tu aimerais qu'on lui dise ça? C'est les meilleures réponses, parce que c'est toujours des gens qui sont mariés, des enfants. Donc, voilà. Mais après, on apprend et on devient plus mature. Et c'est ce qui fait qu'après, le travail, c'est plus facile. Malheureux. Ça te va comme réponse? Ouais, est-ce que tu as entendu? Alors, du coup, 1, 2. Du coup, est-ce que vous auriez comme un message si vous pouviez le dire à votre vous de quand vous aviez débuté vos études ou au moment où vous avez eu du doute avant de commencer votre travail ou ce genre de choses? Est-ce que si vous pouviez vous dire quelque chose, ce serait quoi? Moi, je reste sur ma réponse que j'ai donnée à Jeune Fille mais ose. Hein. Je me dirais toujours d'oser, même encore plus. Alors, moi, je sais que j'ai raté des petites opportunités parce que je pensais que je n'étais pas capable. Je n'ai pas levé la main, je n'ai pas dit oui, moi. On me propose vraiment beaucoup de choses quand on est en études. Il faut lever la main, il faut dire moi, qui veut faire tel événement? Non. Qui veut participer? J'aurais participé à plus de choses parce que je me suis dit, continue d'oser, vas-y, lève la main tout le temps. On a du temps.
Non, mais... Bien. Bon, ça c'est bien, et ouais, peut-être aussi soit moins naïf, parce que c'est vrai quand on arrive dans un atelier, dans un bureau des méthodes, à l'industrialisation, quand on sort juste de l'école, même si on a été baigné depuis le bac dans un milieu plutôt masculin, se confronter à des hommes de 50 ans, 55 ans, qui te regardent de haut en bas et qui te disent une fille dans la mécanique, ça n'a jamais rien fait. Ça m'est arrivé. Le chef d'atelier m'avait dit ça quand je suis arrivée, quand on m'a présenté. Voilà, il faut oser et il faut être moins naïf, mais bon, avec la jeunesse, c'est pas évident. Oui, je suis tout à fait sur la même ligne. Il faut se dire, faut pas douter, de toute façon, faut pas se poser trop de questions. Faut pas se poser trop de questions, faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, comme tu disais, par exemple, même si on est dans un milieu masculin, donc un peu de répartie d'humour, pas se prendre la tête, ça se passe toujours bien. Et après, on peut croiser des gros cons, de toute façon, il y en a partout, dans toute la vie, et puis, de manière générale, les gens, très majoritairement, ça se passe très bien. Il faut pas avoir peur, parce que J'arrive après. Est-ce que quand vous arrivez dans un milieu comme ça masculin, vous mettez une pression à réussir encore plus et à vous motiver encore à travailler encore plus pour distinguer, on va dire, entre les autres? Je ne sais pas si ça a été vrai ou pas. Beaucoup quand j'étais plus jeune, effectivement, et aussi ce que je ressentais, je pense que c'est un petit peu partagé avec mes collègues, avec mon professeur, c'était on est souvent obligé de prouver aux autres que finalement, nous aussi on tient la route dans la mécanique, dans le mécaflu, dans l'informatique, et alors pas avec les autres, mais il y a certains, on est obligé de prouver un peu plus. Et nous-mêmes, on se dit qu'on doit prouver un peu plus. Alors ça diminue avec l'âge, hein. Plus ça avance, et comme tu le disais aussi tout à l'heure, comme généralement sur des conférences, sur des interventions, par exemple moi chez des clients ou des événements dans lesquels je peux aussi intervenir sous forme de conférences également, comme on est souvent la seule nana, on se souvient de nous. Donc finalement, c'est plutôt quand même assez bienveillant, au final. Mais plus jeune, ouais, il y avait peut-être un peu plus de pression. Mais du coup, on a souvent dit que c'était plus fréquent qu'on remette notre parole en question ou ce genre de choses lorsqu'on était une femme et qu'on acquiesçait beaucoup plus rapidement lorsque ça sortait de la bouche d'un homme. Mais dans vos domaines qui du coup sont très scientifiques, ça n'a pas dû arriver souvent. Non, ça n'arrive pas, tu sais ce que tu fais. En plus, souvent, les filles, on prend la parole parce qu'on sait ce qu'on a à dire. Mais souvent, c'est vrai, on ne parle pas quand on doute. C'est mal au vol, on devrait. Mais on parle que quand on est sûr de ce qu'on a à dire. Donc en fait, on dit rarement des bêtises. Donc, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive, mais c'est pas la majorité du temps. Donc, non, on ne te remet pas. Non. Pareil, ce genre, je pense qu'en se disant ça, on s'auto-bride aussi. Je dis, je pense qu'il ne faut pas. De temps en temps, je pense que je réclame le droit d'être incompétente aussi, de dire des grosses bêtises. Donc, du coup, il ne faut pas vouloir prouver plus qu'autre chose et plus que noter. Et même dans ce milieu-là, j'ai vraiment jamais ressenti qu'on remettait en question notre parole plus parce qu'on était une femme. Enfin, bon, ouais, je modère un petit peu aussi. Enfin, en France, ça se passe bien. Je dois avouer que je travaille aussi, par exemple, avec des Allemands. Je pense qu'en Allemagne, j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai dû travailler avec des centaines d'Allemands. J'ai dû voir 2 femmes qui, en plus, venaient d'Italie. Je pense que ça doit être beaucoup plus dur d'être une femme ingénieure en Allemagne. Et c'est vrai qu'avec les Allemands, je dois reconnaître que ça me pèse au quotidien quand je bosse avec eux. Déjà, j'arrive, ils me demandent leur salaire au café, ce genre de choses. Là. Et c'est beaucoup plus difficile, ils regardent beaucoup plus de haut. Voilà. Bon, après, c'est peut-être une génération, je tombe mal. Là. Beaucoup de gros cons. J'aime beaucoup les Allemands, c'est bon. Mais bon, et culturellement, en France, du coup, après, avec les collègues français, je trouve ça super. Même en français, je suis pas avec les Allemands.
sur un entretien d'embauche ou un entretien quelconque si les jurés étaient des hommes ou des femmes? Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés le long de votre carrière dans ce domaine d'argile? Comme tout le monde, c'est pas parce que t'es une fille que tu vas avoir des choses différentes à dire. Donc te mettre en avant, donner des chiffres, un entretien d'embauche et les entretiens d'école, donne du résultat. On n'aime pas trop les mots. Déjà, c'est des humains comme toi en face, donc tu donnes des chiffres. Tu dis j'ai fait tant d'expérience, tant de pourcentage, tant d'euros, des chiffres. Il n'y avait pas des questions, par exemple, des questions pièges comme ça? C'est 100% des questions pièges. C'est 100%, un entretien d'embauche, c'est 100% des questions. Ils cherchent comment plutôt tu vas répondre, plutôt que ta réponse. On va chercher quel est, tu vois, ton mécanisme. Voilà, qu'est-ce que tu t'es dit, comment tu as compris la question, pourquoi tu as donné cette réponse alors que dans ton CV il y avait tel autre truc qui comprend, tu vois. Okay. C'est 100% des questions pièges, ils veulent savoir qui tu es. Voilà. C'est comme un garçon, prenez tout le monde là. Vas-y. Si par exemple des hommes et les jurés sont des hommes, je peux. Si les jurés étaient des hommes par exemple, vous avez jamais eu des difficultés? Non. Jamais. Okay. En entretien d'embauche, même moi j'ai fait des entretiens pour mon école, ça se faisait un entretien, et non. J'ai les mêmes questions, parce qu'après on se partageait les questions pour mon école, et j'avais les mêmes questions que les garçons. Et ouais. Et en entretien d'embauche, des fois tu as des petites, mais c'est maintenant non. Mais pendant mon apprentissage, j'avais fait. Depuis 2020, je ne les ai pas eues, mais avant j'avais eu est-ce que vous comptez faire des enfants? Okay. Voilà. Mais maintenant, c'est plus autorisé. Donc, tu l'auras plus. Du coup, mais tu as le droit. Voilà. Mais pour le coup, ils n'ont pas le droit. Alors, voilà. Et là, c'est vraiment interdit. Du coup, pour les trois, si on revient un peu des années, plutôt, qu'est-ce qui était changé dans votre personnalité? C'est moi qui ai lancé ce truc-là. Moi, je dirais que j'étais timide. Je suis toujours timide, en fait, intrinsèquement. Hein, au fond de moi, je sens que je suis timide. Et du coup, j'ai appris à me forcer, à me lancer et à dire des choses. Et peut-être qu'effectivement, sans doute à ma génération, les études, du coup, c'était au siècle dernier. En tant que fille, peut-être j'étais moins poussée par les profs ou autres à me mettre en avant, et du coup ça renforçait un peu ce trait-là. Et il y a quelques moments là dans mes études, je me suis dit il faut que j'arrête d'être comme ça, et les autres ils me forcent à exprimer des choses, alors que naturellement ça reste toujours un peu. Et c'est vrai que par rapport à ça, alors, je suis d'accord avec toi, j'étais timide, je suis toujours timide. Et le petit désavantage qu'on a peut-être en tant que femme, par rapport à des hommes quand on est dans une réunion, j'imagine que ça peut déjà arriver aussi Alexia. Quand on est dans une réunion, on est la seule femme, les hommes autour de la table, que la réunion est un peu chaude, que ça part un peu dans tous les sens, et les hommes ont souvent une voix qui parle beaucoup plus que nous. Donc nous, élever la voix, moi déjà, c'est pas dans ma nature. Et en plus, ça me fait mal, ça me fait mal au corps vocal. Et en fait, il faut aussi se forcer pour pouvoir se faire entendre. Il ne suffit pas non plus de crier comme ça pour effrayer tous les hommes qui sont autour de la table. Mais enfin, que ce soit une femme d'ailleurs, toutes les personnes qui sont autour de la table. Mais il faut trouver toujours des petits trucs pour rappeler qu'on est là. Alors, il y a plein de techniques, je ne sais pas si vous allez les aborder dans vos cursus, mais il y a plein de techniques de prise de parole, de conduite de réunion, qui vous permettent d'arrêter une conversation, par exemple, entre deux personnes qui sont en train de faire une réunion à côté, etc. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils. Ici, on est tous et toutes scientifiques, finalement. Et c'est comme les sciences. Il y a des méthodes, il y a des outils qui permettent de faire ça, et qui permettent de surmonter ça, en fait. Et également le stress, quand vous êtes devant un entretien d'embauche, plein de petits trucs. Allez.
avec notre génération ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez eu plus de remarques de personnes, d'hommes plus âgés, entre guillemets? Et est-ce que, par exemple, les stagiaires, les nouveaux sont plus acceptants du fait qu'il y ait des femmes qui sont plus féministes, on va dire? Est-ce que vous êtes plus confiante? Moi déjà, je pense que déjà tu as la mienne de génération je commence à travailler avec des gens de mon âge, ou un peu plus, jusqu'à 30 ans. Déjà le 25-30 en ce moment, c'est pas la même chose. J'ai jamais eu de remarques, en tout cas j'en ai jamais eu encore. Les personnes de mon âge déjà, et les stagiaires, ils sont encore plus vieux que moi pour l'instant. Donc c'était un problème au monde de l'industrie. Mais non, moi j'ai confiance aux nouveaux hommes, moi j'en ai confiance, hein, parce que personne a été éduqué d'une manière différente. Vos parents sont plus jeunes, forcément, mais vous êtes plus jeunes, donc vos parents ils ont toujours eu le droit à des chéquiers, ils ont toujours eu, vous voyez, ces trucs-là, vos mères, elles se sont jamais posé la question, vos pères non plus. Donc déjà vous avez déjà ça qui est déjà dans votre éducation même, et moi j'ai grandement confiance aux hommes de cette génération. Oui. Je pense que c'est pas tant une question de génération finalement qu'une question d'éducation. Oui. On peut avoir des très bons rapports avec des hommes de 60 ans qui sont quasiment à la retraite, qui jamais auront une parole déplacée même pour rigoler, et tomber sur un jeune de 25 ans qui dit n'importe quoi pour rigoler, pour amuser la classe. Donc il y a vraiment c'est plus une question d'éducation. Après, du coup, moi, l'évolution, enfin, une question tout à l'heure, est-ce que en 15 ans ça a évolué le nombre de femmes ou autres dans la bonne? Non. Par contre, la grosse évolution que j'ai vue et qui je pense est favorable aussi, c'est justement la nouvelle génération, celle d'après. Les hommes aspirent aussi à un meilleur équilibre vie professionnelle, vie familiale. Et typiquement, quand ils ont des enfants, maintenant, les jeunes entre guillemets, de mon équipe, ils s'arrêtent aussi tant que possible pour les garder, pour participer. Quand les enfants sont malades, ils s'arrêtent une fois sur deux aussi pour les garder. Et ça, mine de rien, ça fait vraiment une différence. Je pense, moi j'étais à la génération arrière, du coup de déculpabiliser aussi en tant que femme qui a des enfants, se dire qu'on peut aussi s'arrêter et expliquer, je vais tomber enceinte, je vais m'absenter au minimum 4 mois, mais bon, par rapport à un homme qui vient d'avoir un enfant, qui va prendre congé de maternité 2 mois, plus s'arrêter 1 mois pour garder le minimum, enfin, ça fait beaucoup moins de différence qu'avant. Et du coup, c'est très positif, et puis c'est positif pour les deux, parce que moi, je vois des hommes de ma génération ou autre, qui sont seuls chargés de famille avec la femme qui est à la maison, la dissymétrie, même pour eux, au quotidien, c'est plus dur à vivre parce que en ce moment, ils ont beaucoup de pression pour réussir au travail parce que toute leur famille compte que sur eux. S'ils perdent leur travail, c'est toute la famille qui tombe. Je pense que dans les relations plus équilibrées, c'est très positif aussi pour les hommes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça va. Il n'y en avait plus, c'est clair. Parce que bon, on en est jusqu'à 21h, voilà, donc... Non, je rigole. C'est bon si vous écoutiez. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot avant la fin? Non, le temps de l'Ariège d'abord. Ouais. Juste un dernier mot pour celles qui ne sont pas encore inscrites. N'hésitez pas à vous inscrire à l'association. Et aussi de promouvoir l'association auprès de vos camarades, de vos sœurs, de vos cousines, et qui on se reverra peut-être dans le futur.